Ils ont ri quand la vieille femme a mis une hélice géante dans sa maison. Le rire a commencé comme un bruit léger, un chuchotement dans la ruelle, puis il est devenu une onde. On pointait du doigt sur les seuils, on secouait la tête derrière les volets, on laissait échapper des gloussements qui cherchaient à être politesse et se transformaient vite en commérage. L'hélice, là, dressée comme une mastodonte d'acier sur le toit blanc de la maison de Marlène, tournait paresseusement au gré du vent du soir. Un disque métallisé qui cliquetait, qui réfléchissait la lumière rasante du soleil, qui dérangeait l'ordre visuel du village. Marlène se tenait en bas, la main sur la corde qui permettait d'accrocher ou de détendre l'ensemble. Elle avait 72 ans, la nuque tannée par des décennies de travail en plein air, des doigts qui portaient l'empreinte indélébile d'outils et d'encre. Elle souriait sans joie factice, un petit sourire d'une femme qui connaît le prix de la patience. Autour, les voisins criaient des remarques qui voulaient être moqueries, mais qui trahissaient surtout leur propre surprise face à quelque chose d'inattendu dans leur quotidien. « Enlève ça, Marlène !» cria Sébastien depuis son perron, la cigarette nonchalante coincée au coin des lèvres. « Ça va nous attirer des ennuis, ces histoires d'aériens. C'est dangereux !» ajouta une voisine, en reprenant la phrase qu'elle avait lue dans la bouche des autres, parce que c'est plus facile de ne pas penser par soi-même. Les enfants, comme toujours, se tenaient à distance, fascinés. Certains se collaient aux barreaux pour mieux voir la pale massive, d'autres se dissimulaient derrière des adultes qui ricanaient pour ne pas paraître eux-mêmes étonnés. Helena, la fille de Marlène, était arrivée juste après les premiers signes d'attroupement. Elle avait passé la matinée à monter les comptes, à gérer factures et demandes, à jouer le rôle que les autres attendaient d'elle. La fille raisonnable, celle qui met de l'ordre. Son visage portait la fatigue et l'exaspération mêlée, un mélange d'amour et d'impatience qui fait souvent mentir les conseils que l'on croit devoir prodiguer à sa mère. « Maman, c'est quoi ce délire ?» dit-elle en reculant jusqu'au seuil, la voix élevée pour couvrir les murmures. « Tu vas finir par faire tomber des tuiles sur quelqu'un. Enlève ça, maintenant. » Marlène ne répondit pas tout de suite. Ses yeux avaient la fixité d'un parleur qui tourne un souvenir dans sa bouche, avant de le laisser sortir. Puis, elle fit ce que ses mains faisaient de mieux depuis des années. Elles prirent la corde, la rapprochèrent, vérifièrent une attache, observèrent la pale comme on lit une vieille lettre. Il n'y avait pas d'indifférence dans son geste, seulement la concentration de celle qui sait exactement ce qu'elle veut obtenir. Un murmure traversa la foule. Le père Antonio était arrivé à son tour. On le connaissait comme une figure solide, toujours prêt à apaiser, à donner un ordre qui passe pour une bénédiction. Il posa sa main sur l'épaule de Helena comme pour dire « calme ». Sa présence ne calma pas les rires, mais ajouta un poids moral à la discussion. « Laisse-la montrer ce qu'elle fait », dit-il doucement, sans prôner ni condamner, juste en reconnaissant l'espace entre deux générations. La confrontation prit alors la forme d'un défi silencieux. D'un côté, la demande simple et catégorique « enlève-la ». De l'autre, la paix obstinée de Marlène, une femme qui proposait implicitement « laissez m'éprouver ». Le village avait besoin d'un coupable, et l'hélice jouait ce rôle parfait. On pouvait la montrer du doigt, puis l'oublier. Mais Marlène planta son regard dans l'assemblée et, pour la première fois depuis des années, la rancœur de ceux qui la croyaient excentrique se heurta à une patience froide. « Je vais la laisser jusqu'à la semaine prochaine », annonça-t-elle. « 1 semaine. Si elle ne prouve rien, je l'enlèverai, sinon nous en parlerons autrement. » Il y eut des glapissements de surprise, des bras qui se croisèrent, des paris silencieux. Helena laissa échapper un rire nerveux. Sébastien secoua la tête comme pour dégager une poussière d'absurdité. La voisine qui parlait en premier s'adossa, défiant. Mais la voix de Marlène avait ce grain particulier des femmes qui ont beaucoup observé. Elle contenait moins d'affirmation que de certitude. C'est là que le village s'est figé quelques secondes parce que la proposition ouvrait une possibilité embarrassante pour les rieurs. Et si elle avait raison? Et si sous cette hélice, il n'y avait plus qu'une idée folle? Si cette histoire vous intrigue, pensez à liker et à vous abonner. Après la brève éclisse de réseautage social et la petite phrase mécanique pour les caméras invisibles, la vie repassa à l'essentiel. Le travail.
Marlène invita Elena à entrer, et dans la maison, à l'abri du ton des rues, des gestes commencèrent à raconter une histoire que la façade seule ne pouvait contenir. La maison de Marlène sentait toujours la même chose: café, bois poli et l'odeur métallique d'un garage improvisé. Le salon avait été transformé en atelier. Sur la table basse, des tasses vides côtoyaient des instruments hétéroclites, des fils, des éclats de schémas griffonnés sur du papier jauni. Les murs portèrent des croquis épinglés, des profils d'hélices, des notes sur la vitesse du vent, des mesures prises depuis la fenêtre d'où José, autrefois, aimait regarder la colline. José. Le nom flottait dans la maison comme une présence. Il était parti il y a quelques années, mais il avait laissé derrière lui des lettres et des cahiers, une archive intime qui expliquait plus qu'il n'aurait besoin d'objets. Elena avait grandi au milieu de ces feuilles. Elle avait connu ce mari dans les anecdotes et les silences. Mais ce que personne ne savait vraiment, c'est la profondeur de l'engagement mondial de ces deux êtres sur les questions de l'énergie modeste, des petites machines, des bricolages qui tiennent chaud dans un village. Marlène prit un cahier usé. Son index suivit des lignes écrites à l'encre un peu fanée. Les lettres de José débutaient souvent par une note d'humour, une phrase qui désamorçait la gravité. Aujourd'hui, son écriture apparaissait comme une allée qu'on pouvait parcourir pour retrouver ses pas. Et il m'écrivait comme s'il savait que je voudrais finir ce qu'on avait commencé, expliqua-t-elle, la voix qui se plissait d'une tendresse immédiate. Si la pente nous sourit, Marlène, la boussole nous permettra de tourner mieux. C'était sa façon d'écrire. Il voyait des métaphores partout. Elle ouvrit un autre cahier, celui qui portait ses propres calculs. Ce n'étaient pas des formules incompréhensibles, mais des dessins, des essais, des notes de terrain, mesurer la force du vent face aux bigarbres, tester divers angles de pale, preuves empiriques accumulées en 10 ans d'observation. Il y avait des phrases adressées à elle-même, un encouragement discret, continue, observe, note. Elena parcourut les pages. Son regard changea. Elle y trouva des mots qui n'étaient pas de la science haute ni de la magie, mais d'une autre nature. Une foi ténue, une confiance dans l'expérimentation quotidienne. Elle ne trouva pas de miracle. Elle trouva plutôt des preuves d'une patience prolongée. Elle trouva des heures, et ces heures formaient une compétence. « Tu as caché ça, parce que tu ne voulais pas que les gens sachent, » murmura Elena. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit tout ça ?»« Parce qu'il fallait du silence, » répondit Marlène. « Certains projets poussent mieux loin des oreilles qui rient. Et puis, je n'aimais pas qu'on pense que je cherchais à être différente. J'ai toujours aimé comprendre comment les choses se meuvent. C'était une autre vérité. Les années lui avaient donné une autorisation intérieure. Où d'autres auraient vu des limites, elle avait appris à voir des traces. Elle avait lu des manuels empruntés à la bibliothèque du village. Elle avait fait des calculs sur des carnets à l'encre qui s'effaçaient. Elle avait mangé des repas froids en contemplant des schémas. José avait été son compagnon de route. Parfois, leurs échanges s'entremêlaient avec l'humour, parfois avec l'ironie douce. Ensemble, ils avaient façonné des idées modestes mais tenaces. Dans un coin, Tonino se tenait silencieux. C'était un jeune du quartier, un étudiant en mécanique à mi-temps qui passait souvent par la maison de Marlène pour lui prêter main et enthousiasme. Il regardait avec une admiration proche de la révérence. Pour lui, Marlène n'était pas une vieille dame, elle était un livre ouvert de connaissances que les écoles n'enseignaient pas encore. Il connaissait chaque griffonnage sur les pages. Il connaissait les essais infructueux, les pièces rebobinées 1000 fois. « Donne-moi une vis et une clé, » dit-il avec la détermination des jeunes qui veulent apprendre. « Je peux t'aider à régler l'angle de la pale. J'ai étudié un peu ces trucs à l'université. »« J'ai besoin surtout de tes mains, » dit Marlène avec un petit sourire. « Tes mains tracent mieux que tes mots. Tu veux apprendre en faisant, n'est-ce pas ?» La phrase posa une alliance. Elle avait l'expérience, il avait l'énergie et la curiosité. Ensemble, ils firent des mesures grossières, calèrent les paliers, testèrent quelques orientations. Il n'y avait pas de grands scientifiques en blouse blanche.
Il y avait des gens qui savaient manier des outils, qui comparaient, qui réessaient. L'ingénierie, chez eux, était une somme de gestes répétés, pas une révélation soudaine. Pendant que la préparation avançait, la pression sociale se maintenait. Certains voisins venaient espionner plus par curiosité que par mépris. D'autres, toujours prêts à juger, marmonnaient que la femme devait être raisonnable et céder à la norme. Sébastien, qui avait commencé par critiquer, se contentait d'observer en fronçant les sourcils. Mais la rancœur s'adoucissait devant la méthode. L'humanité est souvent plus sensible aux gestes concrets qu'aux idées. Si elle réussit, je lui offrirai un café, dit un homme du marché en plaisantant. Et si elle échoue, je la prierai pour qu'elle range ses outils. Le père Antonio devint le médiateur. Il parlait avec la douceur d'un homme qui connaît les murmures du cœur humain et qui refuse les jugements rapides. « Donnons-lui une semaine », proposa-t-il à nouveau devant l'assemblée. « Que chacun apporte ce qu'il peut pour qu'on sache. Pas par solidarité naïve, mais par vérité. Chacun mérite d'être entendu. » La semaine s'ouvrit avec un calendrier serré. Marlène et son équipe improvisée décidèrent du protocole le plus simple qui soit, capable de convaincre même les plus sceptiques, une démonstration claire, visible, indiscutable. Ils récupéreraient une batterie d'automobile, une chose qu'on pouvait mesurer sans discours, ils brancheraient quelques ampoules domestiques et montreraient que l'hélice, en conditions réelles, pouvait fournir un peu d'énergie. Pas assez pour éclairer une ville, seulement assez pour faire une différence dans une maison, pour prouver un principe. La récupération d'une batterie fut une aventure à elle seule. On trouva une vieille batterie dans la remise de Sébastien. Elle n'était pas neuve, mais elle pouvait servir pour un test. Le garagiste du village prêta un multimètre. Une vieille boîte à outils s'ouvrit chargée d'ustensiles. On nettoya, on graissa, on ôta des connecteurs rouillés avec une lenteur précise. « C'est pas du grand art », dit Helena en serrant une borne. « C'est du travail propre, et ça suffit. » La première nuit de test ne fut pas spectaculaire. Ils montèrent une ampoule, la connectèrent, et la roue fit tourner lentement son reflet sur le plafond. Parfois, la lampe clignotait comme si elle hésitait à naître. Parfois, rien. Les premières heures furent des hésitations. Mais chaque ampoule qui s'allumait, même pour un souffle, emplissait l'atelier d'un son nouveau, un petit bourdonnement d'espoir. Tonino notait, recalculait, montrait à Marlène comment ajuster l'angle d'une pale d'1 degré. Marlène aimait ces petits ajustements. Elle répétait que la différence se faisait dans le détail. 5 degrés et tu verras la différence, disait-elle en pinçant les lèvres. Ce n'est pas la magie, c'est l'œil. Helena se surprit à écouter plutôt qu'à juger. Elle se retrouvait une fois de plus face à un tableau que les chiffres ne rendaient pas immédiatement évident. Une simple observation pouvait déranger ses certitudes. Sa mère avait une méthode, un plan, une suite de tentatives qui, mises bout à bout, formaient une histoire cohérente. La fierté qu'elle avait longtemps refoulée commença à remonter comme un souffle tiède. Le village, cependant, n'attendait pas toujours la preuve. Les regards restaient aiguisés. Une tempête, annoncée par des nuages serrés au loin, commença à circuler. Les personnes qui étaient venues au début par curiosité s'en allèrent en murmurant sur le danger que représentait l'hélice face à un orage. D'autres résistèrent, intrigués par la possibilité de voir, enfin, la machine prouver quelque chose. La nuit tomba, et l'atelier se transforma en un sanctuaire d'efforts. Les murs semblaient rapprocher les voix. On travaillait à tâtons, à la lumière de lampes portatives. Les feuilles des cahiers bruissaient à chaque note. Les outils reprenaient des formes connues. Marlène prit une lettre dans sa main, celle que José avait laissée la veille de son départ définitif. Elle lut à voix basse, non pour l'auditoire, mais pour le tissu intime qu'il avait avec elle. « Le vent n'a jamais été notre ennemi, Marlène. Il est seulement un messager. Apprends à l'écouter. »« C'est tout, » dit-elle en posant la feuille. « Pas de recette, juste une idée, comme un fil qu'on suit. » Tonino regardait cette scène avec une admiration presque enfantine. Pour lui, cet atelier devenait le lieu où le temps se pliait sur lui-même. Les années de la maison,
les essais ratés, la patience de José, tout cela convergeait en une obligation morale. Ils n'étaient plus seulement en train de prouver un principe technique, ils enveloppaient une histoire de vie. Au petit matin, la tempête n'avait pas encore éclaté, mais l'air était chargé d'électricité. Les premières gouttes tombèrent comme une mise en garde. Marlène ne montra aucun doute. Elle vérifia les attaches, reprit les connexions, s'assura que la batterie était bien en place et protégée. Helena, désormais partie prenante, tenait une pince avec la résolution d'une épouse. Elle savait que si l'expérience fonctionnait, ce ne serait pas seulement la gloire de Marlène, mais un tournant pour elles deux. La tension monta comme la pression d'une tempête, lente, inexorable. Les voisins se rassemblaient à nouveau, cette fois plus nombreux et plus silencieux. Sébastien n'était plus railleur, son visage s'était creusé d'une inquiétude attentive. Concessant, l'autre voisine âgée avait des lunettes embuées et un regard différent. Elle tenait une chaise prête à s'asseoir, comme pour ne pas perdre le moment. Le père Antonio s'était assis sur le seuil et regardait la maison comme on regarde une prière en train de se dérouler. Marlène prit une profonde inspiration. Ses mains trahirent un micro-tressaillement, celui d'une femme qui savait que les choses simples exigent parfois tout ce qu'on a. Elle posa la main sur la corde. Tout autour, le vent commençait à pousser plus fort. Les pales de l'hélice se mirent à chanter, à fendre l'air avec une cadence plus présente. Un éclair au loin zébra le ciel. La pluie allait suivre. Elle pensa à José, à ses lettres, à leur soirée à déchiffrer le vent. Elle pensa à Helena, à Toninho, à tous ceux qui maintenant regardaient en silence. Elle pensa au village, au regard des gens qui n'avaient pas su voir ce qu'elle avait construit dans le secret de ses jours. Et elle pensa, avec cette clarté froide que donnent les instants décisifs, que si la preuve devait venir, elle viendrait maintenant, entre l'orage et la foule. La main sur la corde, Marlène sentit le poids du moment. Elle tira. La roue répondit d'abord doucement, puis avec plus d'assurance. Le moteur, ou plutôt le système qu'ils avaient monté, bricolé, assemblé à la force de volonté et de savoir, commença son effort pour convertir le mouvement en force électrique. Les câbles vibrèrent. Quelque part, dans la remise, la batterie ronronna comme un animal réveillé. Un grondement sourd monta du toit, mêlé au roulement du tonnerre. Les voisins se rapprochèrent, fascinés malgré eux. Helena retenait son souffle, les yeux fixés sur l'atelier où quelques ampoules attendaient, malencontreuses et prêtes. Les minutes s'étirèrent, comme des doigts d'une main qui se tend pour attraper quelque chose d'essentiel. C'était le seuil, la patience de décennies, un assemblage modeste, et la volonté d'une vieille femme face à l'incrédulité. Le silence, quelques secondes, devint presque un matériau tangible. Et puis, juste avant que l'orage ne verse tout, quelque chose commença à scintiller dans la pénombre. Quelque chose commença à scintiller dans la pénombre. D'abord un clignotement timide, puis une pulsation qui gagna de l'assurance, comme si la nuit apprenait à respirer autrement. Une ampoule, là, suspendue dans l'atelier, jeta une lumière pâle, puis une autre. Et bientôt, plusieurs petites lumières firent naître un dessin délicat sur les visages rassemblés. Traits, rides, sourires qui n'avaient plus besoin de se cacher derrière la moquerie. Le rire s'éteignit net, remplacé par un souffle collectif, une sorte de respiration surprenante qui parcourut la foule. Ceux qui avaient ri quelques jours plus tôt se trouvèrent incapables d'articuler une raillerie. Sébastien, qui tenait toujours une cigarette entre les doigts, la regarda tomber de sa bouche, comme si un fil qu'il ignorait venait de se couper. La lumière n'était pas spectaculaire. Elle n'était ni abondante, ni magique. C'était une lumière simple, domestique, celle qui se branche à une ampoule ordinaire et qui apprend à montrer les choses telles qu'elles sont. Helena laissa échapper un son qui ressemblait à une exclamation étrangère. Ses yeux se remplirent, puis un sourire se dessina, mais c'était un sourire sans hauteur, un sourire étonné, reconnaissant. Elle se leva, traversa l'atelier en silence, et posa sa main sur l'épaule de sa mère. Le geste était court mais lourd de tout ce qu'elle avait eu du mal à dire. « Maman » murmura-t-elle,
Je ne comprends pas comment tu as fait, mais merci. » Marlène secoua la tête, les yeux humides. Les années avaient poli une patience qui ne cherchait pas la vindicte. Elle cherchait seulement la vérité. Elle regarda l'ampoule qui brûlait doucement, comme si la lumière elle-même portait le nom de José, celui qui, avec elle, avait imaginé ses gestes. « Ce n'est pas un tour, répondit-elle. C'est un produit de très nombreuses petites erreurs et d'un peu de silence. J'ai 72 ans d'expérience, pas 72 ans de limitation. » Cette phrase, prononcée avec la même force calme que le reste de ses paroles, fit tressaillir l'assemblée. Quelqu'un toussa, un homme pleura, pas forcément d'émotion, mais d'une libération longue, comme si un poids avait été ôté. L'évidence s'installa. Ce n'était pas la preuve d'une vanité impossible, mais la conclusion logique d'une vie de travail, d'essai et de patience. Sébastien approcha, d'abord hésitant. Il posa la main sur le bord de la table, puis s'assit sur un seau renversé, comme si l'espace avait besoin d'être touché pour devenir réel. Concessant, qui avait passé sa vie à collectionner des règles de prudence, tenait une serviette devant sa bouche, incapable d'arrêter un léger sanglot. Le père Antonio, qui avait vu tant de choses, ferma les yeux un instant comme pour bénir le simple fait que des gens puissent se regarder autrement. « On dirait de la magie, » dit un enfant, la voix étranglée par la fascination. Mais ce n'en est pas. Tonino, couvert de graisse et fier comme un apprenti mage, lâcha un rire court et secoué. Il regarda Marlène comme on regarde une maîtresse qui a offert la clé d'un savoir qu'on croyait inaccessible. « Elle a raison pour l'angle, » dit-il sans emphase. 5 degrés, et ça change tout. La foule resta un moment muette à regarder la modeste lumière. Puis, progressivement, des conversations nouvelles éclorent, des questions pratiques, des demandes de détails, des propositions d'aide. Les mêmes visages qui s'étaient moqués se rapprochèrent, non plus pour juger mais pour comprendre. Le village, d'un coup, se trouva transformé en une communauté qui voulait apprendre. La nouvelle se répandit vite. D'abord dans les rues adjacentes, puis jusqu'au marché, où des voix portaient l'événement comme un petit miracle d'ingéniosité. Le garagiste passa la tête par la fenêtre, les mains encore couvertes d'huile, et promit d'amener des outils la semaine suivante. Le menuisier proposa d'aider à confectionner de nouvelles pales, moins lourdes et plus équilibrées. Chacun, à sa manière, commença à participer à cette tâche qui autrefois aurait été jugée ridicule. Les jours qui suivirent furent faits d'une intensité douce. Marlène, Elena et Tonio montèrent un planning d'essai. Ils notèrent les heures de vent les plus régulières, apprirent à protéger la batterie de la pluie et réduisirent au minimum les imprécisions. Ils remplacèrent des boulons, polirent des axes, renforcèrent des attaches. On n'inventa rien de révolutionnaire. On améliorait, on corrigeait, on empilait des réussites minuscules. Concessant voulut apprendre. À 80 ans, elle désirait non pas des prouesses, mais la capacité de lire une note, de comprendre comment ce dispositif pouvait, un jour, améliorer la vie de quelqu'un. Elle vint chaque après-midi pour regarder, poser des questions et peu à peu écrire son propre petit carnet. Ses mains tremblaient lorsqu'elle copiait les schémas, mais sa détermination faisait vibrer la pièce. Un matin, elle entra timidement dans la maison avec un panneau de bois sur lequel elle avait gravé le prénom de José, comme pour reconnaître l'héritage qui avait permis le moment présent. La présence de jeunes élèves locaux changea la dynamique. Certains vinrent par curiosité, d'autres parce qu'on leur avait dit qu'ils pourraient y apprendre quelque chose que l'école ne leur donnait pas, du concret, du faire. Marlène, qui n'avait jamais reçu de diplôme officiel, devint une enseignante évidente. Sa méthode était pratique, sans prétention, montrer, corriger, laisser faire. Elle avait une façon presque maternelle d'ordonner les gestes. Quand quelqu'un faisait une erreur, elle laissait que l'erreur se voie et proposait une solution simple. « On apprend à sentir », disait-elle souvent, en montrant comment la pale répondait à un souffle. Elena, qui avait longtemps défendu l'ordre administratif, trouva un nouvel espace pour son affection. Elle s'occupa des comptes, de l'organisation des rendez-vous, des demandes d'aide. Ce rôle la réconcilia peu à peu avec l'impulsivité dont sa mère avait fait preuve. Leur relation, jadis tendue, s'adoucit.
Elles se retrouvèrent à partager des cafés tardifs, à heurter des idées et à rire de la façon dont la communauté avait d'abord changé d'avis. La presse locale s'intéressa à l'histoire. Un petit journal municipal envoya un reporter, puis un photographe. Les images de l'hélice, d'abord moquées, commencèrent à circuler avec des légendes qui parlaient d'ingéniosité, de réinvention et de collaboration intergénérationnelle. Les réseaux sociaux, vite, amplifièrent la chose. Des messages vinrent de villes voisines, de bricoleurs, de professeurs et d'anciens ingénieurs. Certains proposaient des améliorations, petites pales en matériaux composites, meilleurs ancrages, protection contre la foudre. D'autres envoyaient des encouragements sincères, des histoires de grands-parents qui avaient fait la même chose avec un moteur de machine à coudre ou un moulin à eau. Mais la reconnaissance la plus importante vint lentement par le biais des gestes quotidiens. Les voisins qui avaient raillé apportèrent désormais des pièces, des protections, des cafés. Sébastien se leva un matin et déplaça une vieille batterie qu'il n'utilisait plus. Il proposa de la donner pour remplacer celle qu'ils avaient empruntée. Il ne prononça pas d'excuses grandiloquentes. Il n'en fit pas un triomphe. Il posa simplement la batterie devant la porte comme une offrande muette. Le geste fut plus éloquent que n'importe quel discours. La transformation prit forme éducative. Tonino monta des ateliers pour les jeunes du village, enchaînant démonstrations et travaux pratiques. Il aimait répéter ce que Marlène lui avait appris. Commence par les yeux, puis par les mains. Les sessions se remplirent vite. Des adolescents curieux apprirent à mesurer la tension, à vérifier une connexion, à équilibrer une pale. On parla aussi de sécurité, de protéger l'équipement lors des orages, de respecter la nature des batteries. Les ateliers n'étaient pas des cours théoriques, c'étaient des moments de transmission où l'erreur était permise et où l'expérience était la principale enseignante. Un jour, une délégation de la petite université de la province arriva. Le doyen, Dr Carlos Henrique, vint accompagné de 2 professeurs et d'un technicien. Ils observèrent, prirent des notes et posèrent des questions pointues, mais sans condescendance. Ce qui les intéressa n'était pas tant la nouveauté technique que la méthode. Une technologie modeste qui se fondait dans une réalité locale, qui utilisait ce qui était disponible et qui impliquait la communauté. Ils furent touchés par la dignité de l'approche et par la manière dont Marlène avait associé jeunes et vieux sans spectacle. « Madame Santos », commença le doyen, en s'adressant à Marlène, « nous souhaiterions vous inviter à parler à l'université. Pas pour faire de vous une icône miraculeuse, mais pour partager vos pratiques, la manière dont l'observation et la persévérance peuvent aboutir à des solutions concrètes. » La proposition fut accueillie avec une surprise discrète. Marlène sourit, puis hocha la tête. Elle n'aimait pas se trouver au centre de l'attention, mais elle comprenait l'importance de transmettre ce qui, pour elle, n'était qu'un mode de vie. Elena s'occupa de la logistique. Tonino se chargea de préparer une courte démonstration. Ensemble, ils préparèrent une présentation simple, faite de photos, de cahiers et d'une petite vidéo montrant l'hélice en action. La conférence à l'université fut un événement doux. Les étudiants affluèrent, attirés autant par l'histoire humaine que par l'idée technique. Marlène parla peu, mais quand elle le fit, sa voix portait. Elle montra ses cahiers, expliqua comment on mesure un angle, comment on protège une batterie de la pluie, comment on corrige une pale mal équilibrée. Le plus marquant fut la manière dont elle insista sur l'importance des erreurs et du temps. On n'accumule pas des idées, on accumule des heures. Les étudiants écoutèrent, pris par l'évidence qu'une compétence ne naît pas d'un coup mais d'une suite de tentatives. Après la conférence, une professeure proposa de formaliser un programme d'apprentissage communautaire, un partenariat entre l'université et le village. L'idée fut d'ouvrir des modules où les étudiants pourraient travailler sur projets locaux et où les habitants pourraient apprendre à entretenir et améliorer de petites installations. L'Institut proposa des stages, des ressources et une reconnaissance officielle pour ceux qui participeraient. C'était la concrétisation d'un désir latent, faire de la connaissance partagée une force durable.
La reconnaissance prit aussi une forme symbolique et chaleureuse. Lors d'une cérémonie simple, organisée dans la salle paroissiale, le doyen remit à Marlène une attestation honorifique. Ce n'était pas un diplôme universitaire formel, mais un signe de respect et d'ouverture. Le père Antonio prononça quelques mots, non pas pour sacraliser l'événement, mais pour rappeler que chaque personne a droit à l'espace de prouver sa valeur. Les voisins, ceux qui avaient ri et ceux qui avaient aidé, étaient là. Les applaudissements furent longs, sincères. Marlène accepta la distinction sans ostentation. Elle regarda la foule et vit surtout des visages transformés. La suite fut un lent mais vigoureux mouvement de diffusion. D'autres maisons demandèrent des conseils pour installer des petites éoliennes domestiques. Des groupes de femmes se rassemblèrent pour apprendre à fabriquer des pales plus légères, adaptées à des vents plus doux. Un menuisier entreprit de confectionner des supports plus sûrs. La mairie offrit un petit fonds pour acheter des matériaux de base, et le garagiste proposa de réparer gratuitement des batteries défaillantes apportées par des habitants à faibles ressources. Le village, qui avait d'abord réagi par la moquerie, se trouva mobilisé pour un projet collectif. Ce qui se développa n'était pas une industrie, mais un réseau d'entraide. Les installations restaient modestes. Elles alimentaient des lampes, faisaient tourner un petit réfrigérateur dans une maison isolée, permettaient de charger un téléphone sans dépendre exclusivement d'un réseau parfois instable. L'objectif n'était jamais de prétendre résoudre tous les problèmes énergétiques, mais de créer des solutions locales qui améliorent la vie quotidienne. Concessant, la voisine âgée eut sa première leçon de lecture publique. Elle s'était inscrite à un groupe créé dans le cadre des ateliers, décidée à apprendre à lire une notice simple et à comprendre les étiquettes des batteries. On la vit, quelques mois plus tard, lire à voix haute une instruction basique devant un petit groupe. Son visage rayonnait d'une fierté contenue. Elle tenait entre ses doigts un carnet sur lequel elle avait copié la phrase favorite de José. « Apprends à écouter le vent ». Ce geste simple scella une transmission intergénérationnelle que personne n'avait planifiée au départ. La vie quotidienne reprit, mais avec d'autres contours. Marlène continua à travailler, à corriger des vices, à tourner la corde quand il le fallait. Les rires se firent rares. Les gens avaient appris à remplacer l'ironie par la curiosité. Les murs du village racontaient désormais une histoire différente, celle d'un lieu où l'âge n'empêchait pas l'action, où la technique se couplait à la sagesse du quotidien et où la lumière, littéralement, avait servi de preuve. Les relations se modifièrent aussi à une échelle plus intime. Helena, qui avait longtemps été la fille raisonnable, trouva une forme d'admiration et d'alliance avec sa mère. Elle passait des soirées à cocher des listes, à répondre à des courriels, à recevoir des visiteurs. Leur maison devint un point de rencontre où l'on venait non seulement pour la machine, mais pour échanger des histoires, faire du thé et raconter des essais ratés invraisemblables. Les histoires d'échecs furent célébrées autant que les réussites, car elles faisaient partie de l'apprentissage. Toninho, quant à lui, trouva sa vocation. Ce jeune étudiant, qui venait au départ pour prêter une main, décida de consacrer davantage de temps à la transmission technique. Il organisa des sessions régulières, développa un petit manuel illustré à l'intention des apprentis du village et devint une sorte de pont entre la pratique locale et les apports académiques offerts par l'université. Son futur professionnel s'éclaira. Il voyait désormais comment ses études pouvaient servir à des causes concrètes. Quelque temps après, un hiver plus rude que d'habitude frappa la région. Le réseau électrique fragile souffrit d'une série de coupures. Les foyers équipés, grâce aux petites installations, purent maintenir des lumières, conserver des aliments et garder des communications essentielles. Ce ne fut pas la panacée, mais pour ceux qui en bénéficièrent, la différence fut sensible. Les voix qui parlaient encore de l'hélice avec condescendance se turent devant la réalité du secours discret. On se rappela alors comment, au départ, on s'était contenté de rire, puis de regarder. Les transformations furent aussi intérieures. Des habitants commencèrent à considérer les personnes âgées sous un autre jour.
On vit des jeunes demander l'avis des anciens sur des problèmes qu'on croyait relever seulement de la technique, la manière de tenir un outil, la façon de regarder un détail, l'art de la persévérance. Les conversations dans les cafés tournèrent autour des savoirs pratiques autant que des commérages. La communauté, sans effort spectaculaire, se réorganisa autour de la reconnaissance des talents divers. Les échos de l'histoire de Marlène atteignirent au-delà du village. Une petite ONG liée à l'énergie renouvelable contacta le groupe, proposant des ateliers et des ressources supplémentaires. Ils proposèrent des formations sur la sécurité des batteries, sur le recyclage de matériaux et sur la documentation des processus pour partager l'expérience. Marlène accepta, non pour devenir une figure publique, mais pour que l'histoire serve d'exemple. Un modèle d'apprentissage à taille humaine, respectueux des limites locales. Les années passèrent, l'hélice d'origine restait sur le toit, maintenant patinée par le temps, mais chérie comme une relique de l'invention collective. D'autres hélices apparurent, plus petites, mieux adaptées, installées sur des hangars, sur des écoles et chez des voisins. Le village devint un petit centre d'expertise informel, où l'on venait pour consulter des cahiers, discuter d'un angle ou échanger une vis. Les jeunes d'autrefois revenaient parfois pour enseigner, d'anciens moqueurs partageaient maintenant des cafés en parlant des prochains essais. Marlène reçut des visites, des lettres, des demandes de conseils. Elle répondit toujours avec la même simplicité, des explications pratiques, des schémas rapides, un encouragement à expérimenter. On la vit parfois en compagnie du doyen à des réunions publiques, où elle racontait son histoire sans emphase, mais avec une fermeté qui imposait le silence respectueux. Elle parlait alors de patience, de limites et d'heures. « J'ai 72 ans d'expérience, pas 72 ans d'obligation d'être immobile », répétait-elle, reformulant sa maxime pour ceux qui voulaient l'entendre. Un après-midi lumineux, quelques années après l'événement qui avait tout déclenché, le village organisa une petite fête pour célébrer l'anniversaire de la première démonstration. On installa des guirlandes, on prépara des gâteaux et on plaça une ampoule spéciale qui, pour la circonstance, fut alimentée par une petite installation solaire locale. Un clin d'œil à la diversité des énergies renouvelables. On dit des mots courts et exacts. Reconnaissance, gratitude, effort partagé. Concessant prit la parole à la fin. C'était inattendu. La vieille voisine qui autrefois se cachait derrière les mutants du village monta sur une petite estrade. Sa voix tremblait, mais elle parla clairement. « Nous avons ri au début, dit-elle en regardant la foule. Mais aujourd'hui, nous savons écouter. Nous avons appris que les années gardent des choses précieuses. Merci, Marlène. Merci d'avoir résisté. » Les applaudissements furent longs. Marlène, émue, caressa la main de Helena. Elle pensa à José, à ses lettres, à tous les jours passés à griffonner des essais. La lumière, encore une fois, avait été témoin d'une transformation sociale. Elle ne l'avait pas cherché pour elle seule. Elle avait voulu prouver un principe, ouvrir un chemin pour d'autres. Le soir tomba, et la maison s'illumina. Les ampoules, alignées comme des étoiles domestiques, scintillaient doucement. Les ombres dansaient sur les murs au rythme du vent et des pales lointaines. Le village avait changé, non seulement dans les installations, mais dans un regard. Les gens prêtaient attention aux savoirs modestes, aux mains qui savent, aux vieux cahiers jaunis où sommeillent des années de test. La dernière image qu'on gardera de cette histoire n'est pas la plus spectaculaire, mais la plus vraie. Marlène debout sur son seuil, regardant la rue où des enfants courent et où des adultes parlent à voix basse, comme lorsqu'on partage un secret. Elle posa sa main sur la corde de l'hélice, non par défi, mais par habitude, comme un geste qui rappelle un long compagnonnage. Les pales tournèrent, lentes et sûres, et la lumière se maintint. Les gens passèrent sans plus se moquer. Ils saluèrent, sourirent et parfois demandèrent un conseil. Ils avaient ri quand la vieille femme avait mis une hélice géante dans sa maison. Puis, quand elle l'a allumée, ils ont commencé à apprendre. Si cette histoire vous a touché, partagez en commentaire une personne âgée qui vous inspire ou une histoire de réinvention que vous avez vécue
et pensez à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel. Il n'est jamais trop tard pour faire tourner quelque chose de beau.